Bonjour à toutes et à tous. Je suis Michèle Asselin, directrice de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOSI, et c'est avec émotion et un immense sentiment de solidarité que je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde du collectif québécois des féminismes en dialogue, le CQFD, organisée dans le cadre de cette 70e session de la Commission de la condition de la femme de l'ONU, connue sous l'acronyme CSW. Alors aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège d'accueillir quatre femmes d'un courage exceptionnel d'Afghanistan, du Guatemala, du Soudan et d'Haïti. Ces femmes incarnent la résistance dans des contextes où l'état des droits recule dangereusement et où les droits fondamentaux sont bafoués quotidiennement. Je veux également saluer toutes ces femmes militantes, défenseuses des droits, citoyennes, qui, jour après jour, dans l'ombre ou en pleine lumière, continuent de lutter pour leur dignité, leur liberté et leurs droits. Votre résilience face à la montée de l'extrême droite et au recul des libertés fondamentales nous rappelle que la lutte féministe est plus que jamais d'actualité et nécessaire. Depuis près de 50 ans, l'ACOSI œuvre aux côtés de ses membres pour un monde fondé sur la justice, l'égalité, la liberté et le respect des droits humains. Aujourd'hui, plus que jamais, nous réaffirmons notre solidarité indéfectible avec toutes les femmes qui résistent. Bonne rencontre. Je laisse maintenant la parole à Marie-Ève et Jade du CQFD qui vont poursuivre. Bonjour tout le monde. Merci Michel pour cette belle introduction. On a au sein du comité, en fait, du CQFD, on a écrit un mot par rapport au contexte dans lequel on vit présentement. Certains de ces mots répéteront un peu les tiens, Michel, mais c'est vraiment avec un élan du cœur et de solidarité que nous les avons écrits. Donc, je vais partager la lecture avec Jade là, de notre mot. Alors, partout sur la planète, nous assistons à une offensive concertée contre les acquis durement gagnés par des générations de féministes qui ont travaillé très fort. Des rues de Kaboul, où Shamsia Hassani peint des femmes sans bouche pour dénoncer le silence imposé, aux tribunaux du Guatemala, où Claudia González Orellana est persécutée pour avoir défendu les victimes de violences basées sur le genre, du Soudan, où des femmes comme Ala Salah sont devenues des symboles de résistance, ou en Haïti, où Yvette André-Gentil offre refuge aux survivantes d'agressions sexuelles, les droits humains sont attaqués et les espaces de liberté se rétrécissent. Les voix dissidentes sont réprimées. Face à cette vague réactionnaire, ce sont les activistes, les défenseurs et défenseuses des droits humains et les personnes militantes de terrain qui constituent à la première ligne de défense. Ce sont elles et eux, au péril de leur sécurité, de leur carrière, parfois de leur vie, qui continuent de documenter les violations, d'accompagner les victimes, de plaider pour la justice, de construire des alternatives. Ces personnes ne travaillent pas dans l'abstraction des grandes déclarations internationales. Elles sont sur le terrain, dans les communautés, aux côtés des plus vulnérables. Elles transforment les principes en actions concrètes, les droits en réalité vécus. Leur travail est essentiel, irremplaçable, vital pour nos démocraties et pour la dignité humaine. Ces personnes travaillent pour le bien commun, pour la justice et pour l'équité, et le font souvent dans des contextes hostiles avec peu de ressources. Alors que ce travail a toujours été réalisé dans des conditions de grande précarité, la conjoncture actuelle fragilise d'autant plus les organisations de terrain et augmente les risques et la vulnérabilité des personnes travailleuses et militantes qui y œuvrent. Les organisations de défense des droits humains voient leur financement coupé, des postes dédiés à l'égalité de genre sont actuellement supprimés, les personnes conseillères en droits humains perdent leur emploi. Non pas parce que leur travail n'est plus nécessaire, au contraire, il ne l'a jamais été autant pertinent, mais précisément parce qu'il dérange, parce qu'il questionne les structures de pouvoir, parce qu'il défend celles et ceux que les systèmes oppressifs voudraient voir rester invisibles et sous silence.
Les militantes que nous célébrons aujourd'hui font partie de ce mouvement mondial de résistance, de cette chaîne de solidarité qui traverse les frontières et les continents, dont chacune et chacun de nous a un rôle à jouer pour porter nos valeurs et nos principes pour l'égalité. Nous sommes ensemble, nous sommes en lutte, restons solidaires. Merci. Retour à toi, Colline. Merci beaucoup, mesdames. C'était un mot très puissant. Alors, je vais prendre la parole maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet échange important, exigeant, profondément humain. Je me présente, je suis Colline Camier. Je serai votre animatrice aujourd'hui. Je me définis comme une militante féministe, puis j'ai la chance de travailler avec mon cœur comme conseillère principale en égalité des genres et inclusion pour une organisation canadienne qui s'appelle Mission Inclusion, basée à Montréal. Je réponds au pronom elle, et pour me décrire, je suis une femme blanche avec des cheveux marrons. Je porte des lunettes dorées et un casque parce que ça m'aide à me concentrer. Nous sommes réunis, comme l'a très bien dit Michel, à l'occasion de la 70e session de la Commission de la condition de la femme de l'ONU. Et dans le cadre de cette conférence du Comité québécois des féminismes en dialogue, le CQFD, qui fait partie de l'Association québécoise des organisations de coopération internationale, euh, la COSI. Ben, aujourd'hui, nous allons prendre un temps d'écoute, de réflexion et de solidarité autour d'une réalité très préoccupante que vous avez très bien nommée, chers collègues, mais aussi autour des résistances courageuses qui émergent partout dans le monde. Donc, nous allons entendre aujourd'hui des voix qui viennent d'Afghanistan, d'Haïti, du Guatemala, du Soudan, des voix de femmes engagées qui portent à la fois une analyse politique, une expérience de terrain et une mémoire vivante des luttes en cours. Avant d'aller un petit peu plus loin, je veux juste rappeler que ce webinaire se déroule dans un esprit de respect, d'écoute et de solidarité. Les réalités évoquées aujourd'hui sont lourdes. Elles parlent de violence, de persécution, de guerre, de répression, d'exil, de recul démocratique. Mais elles parlent aussi de dignité, de courage, d'organisation collective et de résistance. Nous avons aussi la chance de bénéficier aujourd'hui d'une traduction simultanée. Vous l'avez vu, ce sera dans les trois langues, donc en français, en anglais, en espagnol. Merci à toutes les personnes qui rendent cela possible. Peut-être qu'un jour, nous aurons encore plus de langues disponibles. Je pense à l'arabe, je pense au créole, peut-être en traduction simultanée en langue des signes internationale. L'inclusion est un processus, on apprend et on s'améliore à chaque fois. Donc, en tout cas, merci aujourd'hui que ce soit accessible dans ces trois langues. Je vais faire une très rapide mise en contexte avant de donner la parole à nos panélistes, euh, parce que je pense que c'est quand même important. Dans plusieurs régions du monde, nous assistons à une montée des forces autoritaires, des mouvements anti-droit, à un recul de l'état de droit et des attaques de plus en plus directes contre les droits des personnes, les droits des femmes et contre la démocratie. Plusieurs sources aujourd'hui nomment qu'il y a plus de 70% de la population mondiale qui vivent sous une autocratie. On parlait à peu près de 48% il y a 10 ans. Selon UNIFEM, près d'un pays sur quatre a signalé un recul des droits des femmes en 2024. ONU Femmes parle même de menaces grandissantes sans précédent contre les droits des femmes et des filles, avec encore davantage de discrimination, des protections juridiques qui sont encore plus faibles et moins de ressources pour les programmes et des institutions qui les soutiennent. Dans ce contexte, il est essentiel de regarder la réalité en face, mais aussi de mettre en lumière les résistances. Car partout, malgré la peur, malgré la guerre, malgré les persécutions et les reculs, les femmes continuent de s'organiser, de défendre les droits, de protéger leur communauté et de faire vivre des formes de solidarité et de courage politique. C'est ce que nous allons essayer de mettre en lumière aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes réunis, pour écouter, pour comprendre, et pour renforcer aussi les alliances qui sont nécessaires face au mouvement anti-droit.
J'ai maintenant le grand honneur de vous présenter les panélistes qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous allons accueillir d'abord Marie Aklami d'Afghanistan, qui est la fondatrice et la présidente du Réseau international des femmes afghanes. Vous aurez accès à des biographies bien plus longues. Je pense qu'elles seront mises dans le chat. Je ne vois pas le chat pour rester concentré sur vous, mais je suis certaine qu'elles seront disponibles. Nous accueillons également Claudia González Orellana du Guatemala, qui est avocate, ancienne procureure en chef de la Commission internationale contre la punité au Guatemala. Nous sommes également honorés de recevoir Mahasin Dahab du Soudan, professionnelle des politiques publiques et du plaidoyer pour la justice sociale et la paix au Soudan et dans la Corne de l'Afrique. Et enfin, nous accueillons Danielle Magloire d'Haïti, sociologue et porte-parole de l'organisation féministe KEFAM. Vraiment, merci à chacune de vous d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour votre présence, pour votre courage et votre confiance. Nous allons commencer ce premier tour de table avec une même intention, mieux comprendre ce qui se joue dans chacun de ces contextes et entendre comment les femmes s'organisent, résistent et continuent de défendre leurs droits, malgré les menaces. Je vous inviterai à répondre de manière aussi libre que vous le souhaitez, en mettant l'accent sur ce qui vous semble essentiel que nous comprenions aujourd'hui. Je vais commencer avec une première question pour Marie Aklami. Vous avez créé le premier refuge pour femmes en Afghanistan, accueillant des femmes qui fuyaient la violence domestique, les mariages forcés et les abus. Vous avez également dirigé l'Afghan Women Network, la plus grande coalition de femmes en Afghanistan. Depuis la chute de Kaboul en août 2021 et le retour des talibans au pouvoir, la situation des femmes est devenue encore plus difficile. Et plusieurs femmes activistes comme vous ont été forcées à l'exil. Pourtant, malgré ce contexte, plusieurs formes de résistance se sont affirmées. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette situation, s'il vous plaît, et des formes de résistance qui continuent d'émerger aujourd'hui? Je vous laisse la parole pour 5 minutes, s'il vous plaît. Thank you so much. First of all, let me express my sincere thanks to you all for creating this space for very open discussions and dialogue to build solidarity and unity among women all around the world. And I have a privilege to talk on behalf of Afghan women and myself. I'm Maria Krimi, and as you mentioned, that more than 2 decades of my life was to serve women who were survivors of domestic violence and facing different challenges, difficulties in Afghanistan, and serve them and as well provide some protection and as well bring so many changes within the systems, in our systems and the judiciary systems of Afghanistan, that how that it should be respected women and how that we should support a woman movement in Afghanistan. So after all, as you all might know, what was happened to us after, I could say, 2 decades of our experience work, we have lost everything less than 24 hours. And 2021 that you all might know about Afghanistan. So yeah, but still life is going on, and still the women of Afghanistan are resist, and still that they are doing their best to raise their voices and struggle with a empty hand, with the full of pain heart within the country and as well outside the country. So really, for me, after I could say years of working and was recognized internationally at the different levels, to be honest, it was for 5 years I didn't talk on such a big space. Although I'm day and night, I'm working and I'm with women back in Afghanistan, but here as well as a woman who are in exile, that myself with all these recognitions, but still I don't have any status here, and same that most of us as a woman that we have suffered and we have faced all these challenges. So what is really make
me disappointed, that which is why the world, why the woman movement was so quiet. I always was comes under questions while I established the first shelter in Afghanistan in 2003. Most of journalists, reporters, when they come to Afghanistan at that time, and they were asking me, how you courage, how you come to the front line and open such a program. And I just easily tell them that because I was believe on women movement around the world. And it was something that I learned from women around the world, that how that we should be united and how we should support. And I'm sure that you all know what happened in 2001 in Afghanistan. All the international community come to Afghanistan just was the reasons they come to support Afghan women's rise, because in the first round of the Taliban, we have lost everything, and then all this happened. So really, the question is here that for me, during the last 5 years, with all the challenges, as I mentioned, that women inside Afghanistan, even right now, they don't have that support from their family. They come on the street, they shout, they raise their voices, they jailed for nothing, and they punished for nothing. And right now, they are not able, they lost all the rights and dignity. They are not allowed to go to school. They are not allowed to have access to job. Even they are not allowed to walk on the street freely. So really, for me, now it seems that when we talk, when I say that I start my work like 25 years before, because I was learning from women around the world, because that was something, women movement was not an issue of one country. Women movement around the world, it was an international issue. But for me, that now I see during the last 5 years, why everyone was so quiet? Why no one have taken any solid action to convince the international community? So for me, that now I see that it is not today. It happened to us as a woman of Afghanistan. The silentness, these issues. Tomorrow, it knock the door of you all. So the question is here. I do appreciate this event. I do appreciate, like right now I'm here at the CSW. Right now I'm here in New York to attending some of the meetings that we had the privilege to meet some stakeholders. But same questions come again. Like why? Why everyone is just scope and they are waiting to just have everything in paper? Why there was no action? So in that case, that still I still believe on our commitment as a woman who are at the ground, who are at the front line, and who are still struggling with a empty hand, with a heavy heart within the country, but as has myself and my other fellow, my other uh, friends or a woman leader from Afghanistan, which, as I said before, within less than 24 hours, we lost everything. We were forced to leave the country. We just come from office direct to the airport and come here without understanding where we are going and what is next. But still we try to raise our voice, to call on you all to ask for action. And this is something that I'm really today in this meeting, I see most of friends, as some of the faces are familiar for me. We know each other since long time. So, but I'm just now here, although I'm in the United States, I just, as you mentioned about that, my recent activities that I have registered our organizations as an Afghan Women's Network, that now it is called Afghan Women's Network International. That is the point, that is the address now. I said that maybe we could be able, with support, with unity, with solidarity of other women around, but like you all, that we could do something. Again, if we could do anything for supporting Afghan women today, it's not only for the women of Afghanistan. It should be for all of us. It should be for all women around the world. But still it is early, and I wanted to call on you all that please be our wise. If I was not alive, like during the last 5 years, I have faced so many challenges. I have 2 times a stroke.
Like, so I just sometimes I say that if we were as a woman leader, if we were not able, if we were, why? I'm so sorry that maybe maybe it's too much, maybe, but I really was expecting, because woman movement, woman issue is not a woman issue, it's a global issue. And I wanted to stop here. I'm sure that you might have more questions, but I have also some recommendations, something for the international community, and particularly, again, for all women's activists, feminist groups, that still it is early, still we can do a lot. Thank you so much again for giving me this opportunity to talk, but I'm here. If there is any specific questions, I will be happy to respond to that. Thank you so much. Merci infiniment, Marie, pour ces mots, pour ces témoignages. On entend votre cri, on entend votre appel à l'action, votre appel à la solidarité. Euh, et je pense que c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Merci infiniment. Je précise pour nos participants, si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le chat. Nous n'allons pas ouvrir le micro, ce sera seulement des questions sur le chat et nous essaierons, si le temps nous le permet, d'en sélectionner quelques-unes à la fin pour pouvoir répondre. Donc encore un grand merci. Je vais maintenant poser une question à notre deuxième panéliste, Claudia. Vous êtes une avocate guatémaltèque engagée depuis plus de 25 ans dans la défense des droits humains et la lutte contre la corruption. Vous avez travaillé au sein d'organisations importantes, notamment à la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, la CICIG, où vous avez contribué à des enquêtes visant de hauts responsables publics. Avec vos collègues, cette femme juriste guatémaltèque, procureure, juge et avocate, vous avez écrit un article dans notre magazine Espace Féminisme en Dialogue, dans lequel vous témoignez des persécutions subies en raison de votre engagement professionnel pour les droits humains, contre la corruption et pour l'état de droit. Vous-même avez été poursuivi pénalement dans le but de vous contraindre à cesser votre activisme. Comment en est-on arrivé au Guatemala à restreindre les libertés, à criminaliser des femmes juristes, à emprisonner ou à forcer à l'exil celles qui défendent la justice et l'état de droit? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle forme de résistance vous voyez aujourd'hui face à cette répression? Je vous laisse également 5 minutes, s'il vous plaît. Merci, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco el espacio que se pueda dar para compartir estas experiencias de lucha y de problemas que compartimos a nivel mundial. En el caso de Guatemala, pues no estamos exentas, como en otros países, de que la opresión contra las mujeres se mantiene por estructuras sociales, políticas e institucionales que reproducen la desigualdad. Pero en el caso de Guatemala, traemos de resabio un conflicto interno armado que dejó una sociedad marcada por la impunidad y la violencia, lo que aún afecta a los derechos de las mujeres. Estos 36 años de conflicto armado en Guatemala provocó graves violaciones a los derechos humanos, no solo asesinatos, desapariciones forzadas y tortura, sino que en el caso de las mujeres específicamente, muchas mujeres fueron violadas y el cuerpo de la mujer, como siempre, fue utilizado como un campo de batalla política. Esto dejó marcado un ambiente de impunidad y violencia, lo que aún afecta a los derechos de las mujeres. Pero esta situación provocó varios fenómenos en Guatemala. Por ejemplo, se crearon cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que funcionaban dentro del Estado de Guatemala, que no dejaba que el Estado de Derecho funcionara ni que se pudieran hacer respetar derechos de las mujeres, razón por la cual la sociedad civil organizada entre sus grupos de mujeres solicitaron la creación de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. Esta fue creada en el año 2007 con el apoyo de Naciones Unidas y el trabajo de ellos fue investigar los casos de corrupción en Guatemala. Se lograron procesar políticos, empresarios, jueces, redes criminales. Incluso se pudo identificar a personas o grupos de poder
político y económico. Pero este trabajo no era solo por personas internacionales, sino por mujeres valientes que formaban parte del Ministerio Público, del ente investigador, mujeres y hombres que lucharon por luchar contra la impunidad y la corrupción. Una vez terminó este mandato o este trabajo realizado, el mismo gobierno finalizó con antelación el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad y es ahí la parte más grave, ya que cada uno de los espacios institucionales del Estado, el ejecutivo, el judicial, especialmente el judicial, fue cooptado y esto provocó una criminalización y persecución de aquellas personas que lucharon contra la impunidad. Tenemos el hecho de que muchas fiscales mujeres que creyeron, de hecho yo trabajaba también, creíamos en un cambio de sistema, creíamos que el poder de crear instituciones fortalecidas podían ayudar, se desvaneció y empezó un problema de criminalización. Entonces tenemos una forma de manera sistemática, coordinada y masiva de ataques, no solo en redes eh, que atacaban a las mujeres por ser mujer, sino que también se iniciaron procesos penales arbitrarios. Es decir, se utilizó el proceso penal como una herramienta de castigo, se utilizó la prisión preventiva por parte de jueces para callar esas voces de mujeres que se atrevieron a cuestionar el poder. Eh, Muchas mujeres, como el testimonio de algunas colegas que se dará aquí, pueden dar fe de cómo se utilizó el sistema, la cárcel para silenciarlas, para castigarlas, y fue como un ejemplo que sirvió para la mayoría de mujeres que se atrevieron a ocupar puestos de poder. Es por eso de que muchas mujeres se fueron al exilio antes de caer ante un sistema de justicia que ha sido utilizado para castigar. Frente a este escenario sobre la criminalización que está debidamente documentada, tenemos varios retos y resiliencia que podemos dar fe. Por ejemplo, el hecho de que muchas mujeres lograron hacer una movilización social, se lograron formar redes feministas de apoyo para el acompañamiento en protección, acompañamiento en asilo, acompañamiento en apoyos legales en Guatemala para continuar sus procesos penales. También tenemos un fuerte trabajo en realizar información ante los medios para evidenciar este tipo de cooptación de las instituciones para afectar los derechos de las mujeres. Eh, si bien es cierto, también tenemos muchas mujeres indígenas, profesionales que están realizando el ejercicio de la defensa contra todas estas violaciones de derechos humanos. También tenemos que reconocer que su trabajo es mucho más difícil por el hecho de que los diálogos feministas no tienen una visión de cosmovisión indígena. Desde mi espacio puedo decir que es difícil poder trabajar en defensa de estas mujeres porque esto implica un riesgo, el hecho de que a mí también me fuera girada una orden de aprehensión, pasar 3 meses en prisión, ser acosada en redes como persona, como profesional, como parte de una comunidad, como defensora de derechos humanos. Es un espacio difícil, pero no imposible. Tenemos muchas herramientas a nivel internacional. Estamos trabajando en articulación de varios proyectos para evidenciar y que haya una revisión por parte de la comunidad internacional ante estas violaciones de derechos humanos y persecución. Estamos en un trabajo de fortalecer las instituciones. Sabemos que no es un trabajo fácil, ni tampoco que no está exento de riesgos, pero es lo que apostamos ahora en Guatemala para la reconstrucción de un Estado de Derecho. Eh, yo lo dejaría por este momento, este espacio, para que más adelante podamos discutir o si tienen preguntas, con mucho gusto yo se las puedo aclarar. Muchas gracias. Claudia, un immense merci. C'est une analyse très profonde de la situation euh, qui est également très révoltante. Lorsque le système pour lequel on s'est battu
pour qu'ils puissent changer les choses se retournent contre nous et, et nous attaquent personnellement. Donc, merci pour cette analyse et ce témoignage. Je retiens également l'appel certainement à la communauté internationale, en tout cas pour essayer d'intervenir, euh, pour mieux reconnaître ce qui se passe et puis voir comment est-ce que le système pourrait changer peut-être de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Donc, merci beaucoup, Claudia. Je vais passer maintenant à une question pour notre troisième panéliste, Mahassine Dahab. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes cofondatrice du mouvement féministe soudanais Midanic et vous avez dirigé les archives soudanaises où vous avez supervisé la documentation des crimes et des violations des droits humains depuis 2019, qui a contribué au processus de responsabilisation, de justice et de construction de la mémoire liée au Soudan. Dans cette même démarche de documentation, 3 de vos collègues ont témoigné ensemble dans un article publié également dans notre magazine Féminisme en dialogue. Elles y décrivent comment, même dans l'effondrement provoqué par la guerre qui ravage le Soudan et par les violences subies par les femmes, des initiatives féministes ont émergé, redéfinissant le sens de l'action collective et de la solidarité. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact de la guerre au Soudan sur la population, en particulier sur les femmes, et comment les femmes soudanaises réinventent-elles l'action féministe en temps de guerre? La parole est à vous et je vous laisse également 5 minutes. Merci. Thank you everyone for attending and for being part of this important discussion. And thank you to my friends at Source for allowing this opportunity, and for the team, for Munia, for to seek, to engage not only Sudanese women, but women from multiple countries with similar contexts. I want to start by saying and teaching you a word in Sudanese. It's called Nafir. This is a Sudanese Arabic word for collective mobilization, rooted in centuries of old tradition and communities rising together in times of crisis. I want you to hold that word because it is the architecture of everything I'm going to describe. Since April 15th, 2023, Sudan's war has not simply collapsed the state, it has collapsed the legal and economic architecture that, however imperfectly, once constrained violence against women. Courts are gone, markets are gone, protection frameworks are gone, and in that vacuum, Sudanese women did not wait. We did not petition, we did not pause for a peace process that would exclude us anyway. We became the institution. The policy question before you today is whether the international community will resource that reality or this reality, or continue to work around it. So I want to start about, let me be more like central when it comes to rule of law. It means, and what it means and what it has meant for Sudanese women. Before the war broke out, legal discrimination was already embedded in Sudan's legal frameworks. The 1991 Criminal Act, personal status law, derived from the Islamic jurisdiction inheritance provisions that treated widows and daughters as subordinates, claimants to wealth in Sudan. The war did not create legal vulnerability for women. It denoted a structure that was already precarious. What the war destroyed was not a thin layer of accountability that existed on top of that structure. There was no functioning courts. There is now no functioning court system in most of conflict zones, which means impunity is not a failure of law enforcement. It is now the law.
At the international level, accountability is equally broken. The ICC's mandate is limited to Darfur, leaving no independent judicial mechanisms to investigate crimes in the rest of the country. In Khartoum, in Al Jazeera, in North Kordofan, and in some areas in Central Sudan. So 2 decades after the UN Security Council referred Darfur to the ICC, as the deputy prosecutor stated in January 2026, the evidence paints a picture of appalling, organized, widespread mass criminality, and it will continue until the impunity that fuels it stops. Now, here is what I want you as an audience to hold alongside those legal facts. The destruction of markets, the looting of businesses, the devastation of agricultural land, these are not separate from violence. They are the violence. Women attempting to access markets face dangerous threats, during which they face rape, harassment, kidnapping, or death. Economic disposition creates the condition for sexual violence. All of this is the same system of harm. From the earliest days of the war, women emergency response rooms emerged as a practical extension of the resistance committees born during the 2018 revolution. Our logic was simple: diffuse power across community institutions so that no single collapse can end the response. The women response rooms are a direct expression of the overall structure of the emergency response rooms. What is remarkable is not what we did. It's not the evacuation, the food distribution, the mobile health clinics, the shelter coordination, but where it was done. Our peers gained footholds in traditionally conservative communities, where before the war, women could not walk freely in public, let alone organize. Over 20,000 volunteers. In October 2024, the emergency response rooms and the women emergency response rooms evacuated more than 1,000 people from Al-Fashir and maintained shelter operations under active bombardment. And then there are the cooperatives, which are... Hold on. I'm sorry, it seems that we have an issue with the interpreters. Okay. Do you need me to pause? Now it works. Okay, so maybe your voice is too low. They don't hear you well. Can you If hear me there's any now? way you could go ahead, try. Okay. Can you hear me? Yeah, you're too far from the microphone. Is there any way you could put it just in front of your mouth, maybe? Yeah, or maybe without it. Do you hear me well? Yeah, Do you hear me better? the sound was good apparently and then dropped. Well, we can't hear you, just too far. So that's why it's just very low. So maybe you can speak louder for the rest of your intervention. I'm so sorry. Okay. Yeah. I'm gonna move to the next chapter of that. So Medanic feminist movement, the movement that I am a co-founder in and also a member. We are not, new actors improvising in a crisis. We are experienced in legal and civic architects operating outside the state structure that no longer functions.
In our work, we brought in this wartime organizing a prior institutional role. While we worked in Sudan's GBV legislation, and we have been working on combating violence against women and children from within the state's own machinery during the transitional government. When that machinery collapsed, the expertise did not disappear with it. In our work, we've also developed a survivor-centered framework where we prioritize the health and well-being of survivors and framed it as structured advocacy intervention as well as a framework for peace negotiations moving forward. Our movement needs to be in the room at your next Sudan coordination meeting, not as a beneficiary, but as a partner. Medanik is not alone. There is also the Women Against War Network, the Mothers of Sudan campaign, the first women's protest against war in Khartoum, the Peace for Sudan platform, the Kampala Feminist Declaration. All of these bodies that are continued to drafting and communicating frameworks. Also, the question still remains whether the institutional world will catch up to our efforts. So my three asks are: fund directly, channel humanitarian and peace-building resources directly to women-led emergency response rooms, women-led groups and movements such as Medanik, by bypassing intermediaries, multi-layers, and also we need flexible funding, not a project-by-project grant that cannot sustain the infrastructure. Expand the accountability architecture. Advocate for extending the RCC jurisdiction or establishing a complementary internationalized judicial mechanism to cover the whole of Sudan, not only Darfur. Impunity is not a legal abstraction. It is the operational fuel of this war. Every month without accountability is a month that emboldens the perpetrators and exhausts us as women and human rights defenders. Mandate women's meaningful participation in peace processes, not as consultees, not as gender balance checkbox. The women who built 80 cooperatives in Khartoum and evacuated 1,000 people from Al Fashir under the fire are already governing. And we have already done the work. So formal peace structure need to adopt women and feminist groups, not to commission us in another consultation. Sudan's women did not wait for the world to notice. The question is whether the world will catch up before the cost of that delay becomes irreversible. Thank you so much. Merci infiniment. Hassine, on voit également beaucoup de cœurs qui apparaissent à l'écran. C'est une analyse, je pense, très complète, en tout cas au niveau du système d'oppression, en fait, qui s'organise contre les femmes. Je retiens beaucoup cette expression que vous avez utilisée, une architecte civile qui opère hors du système. Je pense que c'est très parlant. Euh, Vraiment un grand merci. Vos trois demandes ont été entendues au niveau de la communauté internationale. Nous pourrons certainement y revenir un petit peu plus tard, mais je les ai bien pris en note. Merci infiniment, Mahathine. Je vais maintenant donner la parole à notre quatrième panéliste, Danielle Magloire. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes une dirigeante de l'organisation féministe haïtienne KEFAM, spécialisée dans la lutte contre les violences envers les femmes.
Vous avez coordonné les travaux de la concertation nationale contre les violences faites aux femmes pour l'élaboration de politiques publiques, ainsi que ceux du collectif contre l'impunité pour les poursuites judiciaires relatives à la dictature des Duvalier. Dans l'article que vous avez écrit dans le magazine, dans notre magazine, vous décrivez les défis que relève votre organisation pour appuyer l'autonomisation des femmes paysannes haïtiennes. Vous y mettez aussi en lumière des actions adaptées au contexte de catastrophe et au suivi post-catastrophe auprès des femmes rurales sinistrées. Mais la question que nous avons pour vous aujourd'hui, Daniel, quelle est plus globalement la situation des femmes en Haïti dans le contexte actuel de crise économique, de crise sécuritaire, politique que traverse le pays? Et comment est-ce que les résistances s'organisent-elles? Merci, Daniel, je vous laisse 5 minutes. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci à CQFD et à ACOSI de nous avoir associés à ce forum parallèle des ONG. Et mes plus sororales salutations aux 3 conférencières. Pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. C'est ainsi qu'est généralement présenté Haïti, comme si c'était la dénomination du pays, alors même qu'il s'agit du seul pays des Amériques qui, après son indépendance, a rejeté les appellations coloniales d'Hispaniola, Saint-Domingue, pour endosser le nom originel donné par ses premiers habitants. On parle d'Haïti comme de bien d'autres nations, soit pour faire état de ses difficultés, souvent avec un certain voyeurisme, soit pour louer la prétendue vertu de la résistance de son peuple. En revanche, on mentionne plus rarement les luttes de sa population pour le changement. À titre d'illustration, citons, premier exemple, le fait que le mouvement féministe haïtien date du début du 19e siècle, qu'il s'oppose à l'enfermement des femmes dans une identité victimaire qui dénie leur agentivité et occulte leur lutte pour le respect de leurs droits. Un mouvement qui articule ses réflexions et ses actions en phase avec les réalités nationales et en considérant les influences politiques de la dite communauté internationale, en particulier en Amérique du Nord. Deuxième exemple, le fait que la paysannerie haïtienne se soit mobilisée après le meurtrier séisme de 2010 pour refuser le cadeau empoisonné que constituaient les semences gratuitement offertes par la multinationale Monsanto. Comme ailleurs, dans toute société d'obédience patriarcale, les Haïtiennes sont sujettes à la discrimination et à la violence de genre. Depuis quelques années, le pays est confronté à une crise multidimensionnelle, crise sociopolitique, dégradation de la situation socio-économique, absence de personnes élues en poste, crise sécuritaire avec un ensemble de territoires contrôlés par des gangs armés criminels, crise institutionnelle avec l'affaiblissement et le dysfonctionnement des institutions étatiques. Cette crise affecte tout particulièrement les femmes en tant que catégorie socialement vulnérable. Les gouvernements de facto qui se succèdent depuis 2021 se bornent à des déclarations de façade sur les droits des femmes et à des actions cosmétiques pour donner l'impression de satisfaire à leurs engagements nationaux et à leurs obligations internationales en matière de droits des femmes. Sous prétexte de crise, le respect des droits humains est mis au second plan et le pouvoir est conforté dans ses positions rétrogrades, est conforté dans cette manière de faire par les positions rétrogrades adoptées par de grandes puissances. Suivez mon regard. La grande majorité des Haïtiennes actives travaillent dans le secteur informel et dans l'agriculture, sans bénéficier d'une quelconque sécurité sociale. Leurs activités économiques sont actuellement lourdement handicapées ou suspendues en raison des déplacements internes
forcés et du blocage d'axes routiers, des situations subséquentes aux actions des gangs armés criminels qui se caractérisent par des destructions de biens, des tueries et des viols collectifs systématiques à l'encontre des femmes et des filles. Signalons que ce phénomène des gangs armés est de plus en plus marqué dans le sous-continent américain avec des conséquences néfastes sur la vie des populations concernées. Cette situation engendre une perte de revenus pour les femmes qui sont dans une forte proportion, près de 44%, chefs de famille, souvent monoparentales et en but à l'irresponsabilité paternelle. Cela limite également l'accès des femmes aux services de base déjà restreints, surtout dans le domaine de la santé et notamment en milieu rural. Celles qui sont forcées de vivre dans des camps de fortune subissent diverses exploitations et violences. Les femmes fragilisées par ce contexte développent leur ladresse femme, c'est-à-dire des trésors d'ingéniosité pour remplir leur indispensable rôle de gestionnaire de survie. La situation impacte aussi négativement le fonctionnement des organisations de défense des droits des femmes, avec des déménagements forcés de leurs bureaux, des déplacements forcés des membres, des militantes, des fermetures forcées à certains moments, des échanges réduits entre les régions, l'impossibilité de réaliser certaines activités, etc. Tout ceci dans un contexte où les ressources financières se raréfient pour les organisations revendicatrices. En outre, les organisations de défense des droits des femmes doivent faire face à l'intégrisme religieux des évangéliques venus des États-Unis d'Amérique et qui se sont implantés dans les milieux populaires. Le contexte actuel est peu favorable à l'avancement de la cause des femmes. Les féministes continuent néanmoins de se mobiliser autour d'un ensemble d'enjeux. Citons quelques-uns. Œuvrer au renforcement du mouvement des femmes pour mieux faire entendre leurs revendications. Organiser la réponse aux violences sexistes et sexuelles en soulignant leur caractère systémique et non le fait qu'ils seraient uniquement liés à la conjoncture sécuritaire. Promouvoir l'autonomisation et la participation effective des femmes dans tous les domaines. Plaider pour que l'application de mesures advienne l'application de mesures adéquates en faveur des femmes. Sensibiliser les mouvements sociaux mixtes sur l'intérêt et l'utilité d'adopter une perspective féministe. En effet, on observe que dans ces mouvements, beaucoup de réticence par rapport au combat des féministes. Un autre enjeu, c'est le fait de resserrer les liens de solidarité, tant au niveau local qu'avec la diaspora. Un autre enjeu, participer à des concertations sur le devenir sociopolitique du pays. Jouer leur rôle de vigile par rapport à la gestion des affaires publiques, notamment en matière de corruption, d'impunité, de violation de droits humains et de tentation autoritaire. Et enfin, partager dans les tribunes internationales la diversité des expériences du mouvement féministe haïtien, leurs analyses de la crise et les appuis envisageables dans le respect de leur autonomie organisationnelle et de la souveraineté nationale. Comme indiqué dans une note publiée par un groupe d'organisations féministes à l'occasion du 8 mars, et je cite, « Sans sécurité, sans justice et sans implication des femmes, il n'y aura pas de sortie de crise durable ni de véritable construction démocratique. » Merci. Daniel, vraiment un immense merci. Je pense que c'est une analyse sincèrement très
extrêmement complète. En tout cas, la façon dont vous détaillez ce qui est nécessaire pour répondre aux enjeux, je pense, est très complète et résonne, à mon avis, énormément aussi aux enjeux que les autres panélistes ont pu mentionner. Euh, J'aime beaucoup également le terme que vous avez utilisé où les femmes et les militantes ont des trésors, sont des trésors d'ingéniosité et sont des gestionnaires de survie individuelle, à mon avis, collective également, puis des luttes qu'elles mènent au quotidien. Merci infiniment, Daniel, pour cette analyse. Euh, Nous avons fait un premier tour de nos 4 panélistes. Nous avons également la chance d'avoir des témoignages. Nous allons en avoir 2 de femmes qui vont pouvoir témoigner. Et je vais les inviter maintenant à le faire. Et je reviendrai avec une deuxième question pour nos panélistes par la suite. Donc, nous accueillons maintenant Ril Mouaz, qui est cofondatrice et responsable du plaidoyer mouvement féministe Midani. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. À travers votre engagement, vous contribuez à faire entendre les voix des femmes et des communautés marginalisées dans les réponses à la crise au Soudan, tout en portant un plaidoyer féministe ancré dans les réalités du terrain. Donc, la question que j'aurai aujourd'hui, puis évidemment, sentez-vous très à l'aise de partager ce qui vous semble le plus pertinent. C'est pour ça que vous êtes invité, que vous avez accepté d'être avec nous aujourd'hui. Donc, encore un grand merci. Mais est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous voyez, de ce que vous vivez? Est-ce que les femmes soudanaises continuent de faire exister malgré la guerre? La parole est à vous et je vous laisserai 3 ou 5 minutes. Thank you. In the name of God, the most gracious, the most merciful, peace be upon you. God's mercy and blessings. My name is Ril Muaz. Honored attendees, comrades, friends and sisters. I stand before you today and my heart is heavy with so much. But I have to speak. I stand to give a living testimony, the testimony of a woman who has seen with her own eyes what words cannot describe and what numbers cannot do justice. It is a testimony about the suffering of women in my country, Sudan. In the midst of this war that ignited through no fault of our own on April 15, 2023. We are not talking today about my story of the privilege of surviving this war. I will not be talking about dry statistics of displaced women, widows, or bereaved mothers, though I am one of them. We are talking today about life stories, about hearts that used to beat and dreams that were being built, then suddenly turned into a nightmare. Let me tell you about Fatima. She's a woman in her 40s who lived in a neighborhood in Bahri, in northern Khartoum, with her 5 children. She ran a small tailored business that was enough to support them with dignity. When the drums of war beat, she had no choice but to flee. She walked for hours under shelling, holding her youngest child's hand while keeping eyes on the others. She reached a safe place, but with nothing. Today, Fatima lives in a shelter, owning nothing of this world. A safe place, but with nothing. Today, she wakes up every day, not to work, but to search for a meal for her children from humanitarian organizations. Her small business was turned into a rubble, and her dignity is violated daily in waiting lines. Fatima is not an isolated case. She is a model for thousands of Sudanese mothers who were turned overnight from producers to displaced persons dependent on aid. And I can never forget the story of Zainab. She's a girl. She's not yet 20 years old. She was kidnapped by RSF men while trying to flee with her family from a small village in Darfur.
Her only fault was being born a woman. She was held for days and subjected to the most horrific forms of sexual violence. The cheap weapons used to tear apart women's bodies before tearing apart the fabric of society. When she managed to escape, she was no longer the same. She returned to her family, but returned with a heavy silence, with deep sorrow, and a fear of the future, of society's judgment. Zainab now refuses to leave the house. She refuses to talk. The war raped her and then killed her while she was still alive. And there is the story of Amna, the teacher who stayed in her house in Khartoum with her elderly mother, refusing to flee, saying this land is our mother, and to it we belong. But war shows no mercy. Her mother was killed before her eyes by a stray bullet inside their house. She then was gang raped and was sold in a slave market in South Darfur before her family bought her freedom. Yes, this is modern day slavery, where women are sold as a commodity. Amna is now stripped of her dignity. She is now alone. She's lost her mother. My dear sisters, these are just stories of thousands, stories of pregnant women who miscarried on the roads while fleeing, stories of women who gave birth on the road while fleeing, stories of infants who died of thirst or malnutrition due to water cuts under siege, stories of girls deprived of their most basic right to education, their schools turned into military barricades, stories of women forced into child or forced marriage in exchange for a meal or a passage permit. What the Sudanese woman is experiencing today is an existential war. She's fighting on multiple fronts. The front of survival, the front of protecting her children, the front of finding the livelihood, and also the front of preserving her dignity in the face of relentless violations. Despite all this rubble of pain, allow me to tell you that there is another story not being told. It is the story of these women's resilience. In the midst of this destruction, we find Fatima started sewing some clothes from scraps of fabric in the shelter to support her children. We find Zainab, who began talking to volunteer psychologists, taking her first steps towards recovery. We find Amna, who opened her home now to returning neighbors. In a reality that displaced humanitarian and social challenges, women continue to play important societal roles, defending rights or initiating and leading societal initiatives, and pursuing justice and peace. This suffering cannot be overlooked. It is our duty. It is your duty. It is the international community's duty
We should not let these women be alone. I demand their protection. We want to see prosecutions of perpetrators of sexual violence, the same ones who have been doing the same crimes since 2003 in Darfur. We want the provision of psychological and health support for them, and their inclusion in any negotiations or solutions. Because those who have suffered the scourge of war are the most capable of making peace. My testimony today is the voice of Sudanese women who no longer have a voice. For every bereaved mother, for every raped girl, for every hungry displaced woman, for every patient and resilient one. Do not forget them. Do not leave them alone. Peace be upon you. And God's mercy and blessings. Réel, un grand merci. Pardon. Merci pour cette parole. Je pense qu'on peut prendre un instant parce que ce que nous entendons est très fort. Je pense que ça mérite d'être reçu aussi avec toute l'attention qui est nécessaire. C'est important de l'entendre. Je pense que c'est important aussi d'entendre l'appel qu'il y a derrière, le vécu, euh, le vécu terrible. Puis je pense qu'il n'y a pas de nom à ce que des personnes vivent dans le monde. Et malheureusement qui est extrêmement généralisé partout dans le monde. Puis je l'ai vu également dans les commentaires. Il y a des témoignages également qui viennent de la RDC, par exemple, où des situations de ignommes se passent aussi. Donc je pense que nous sommes ici pour les entendre, pour les recevoir. Donc merci infiniment pour cette parole réelle. Nous allons maintenant donner la parole à une autre femme qui va témoigner également de ce qui se passe au Guatemala. Je vais donner la parole à Liliane Virginia La Parra Rivas. J'espère que je le prononce bien. Merci également d'être avec nous aujourd'hui. Puis pour vous introduire, vous êtes reconnue internationalement pour votre courage dans la défense de l'état de droit et dans la lutte contre la corruption au Guatemala. Et votre parcours témoigne d'un engagement exceptionnel et des représailles violentes que subissent celles qui refusent de se taire. Nous vous remercions profondément de prendre la parole également aujourd'hui. Donc, je vais redire la même chose. Sentez-vous à l'aise de témoigner ce qui vous semble être le plus important. Si vous voulez nous parler de votre vécu, de ce que vous avez traversé, mais aussi de ce que signifie de résister lorsque défendre la justice devient en soi un risque. La parole est à vous. Et entre 3 et 5 minutes, malheureusement la contrainte de temps. Muchas gracias, gracias por el espacio, Virginia La Parra, para servirles. Bueno, cuando me pidieron compartir este testimonio, pensé en qué significaba realmente hablar de mi historia, de nuestra historia, porque no se trata solamente de contar lo que me ocurrió a mí, se trata de hablar de lo que nos ha pasado a muchas mujeres en Guatemala, que creímos con honestidad que el derecho podía ser una herramienta para construir un país más justo. Pues como todas, no nacimos profesionales, yo no nací fiscal. Antes de ocupar un cargo público fui una joven con sueños muy sencillos, estudiar, graduarme, abrirme camino con esfuerzo. En Guatemala, para una mujer ese camino nunca es fácil. Implica estudiar, muchas veces trabajando al mismo tiempo, como lo hice yo, sacrificar tiempo con la familia, enfrentar prejuicios y demostrar constantemente que una sí es capaz. Recuerdo los años de universidad, los sacrificios para terminar la carrera de Derecho, para seguir formándome, para estudiar posgrados, para prepararme cada vez más.
No lo hacía por un logro, no lo hacía solamente por un logro personal, lo hacía porque creía profundamente que desde el derecho podía aportar algo a mi país, al que tanto amo. Cuando llegué al Ministerio Público y posteriormente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que trabajo junto con CICIG, donde trabajó Claudia, sentí que finalmente estaba donde debía estar. Amaba mi trabajo, no era solo un empleo, era una vocación, investigar corrupción, buscar la verdad, intentar que la justicia alcanzara incluso a quienes siempre habían estado acostumbrados a la impunidad. Pero ese trabajo también tiene un costo. Primero comenzaron los ataques, no era todavía procesos judiciales, pero eran campañas de redes sociales, esto es de 2017, para varias de nosotras, insultos, ataques misóginos, rumores, mentiras, repetidas 1000 veces. Poco a poco, uno empieza a sentir que hay personas observándote, que hay una maquinaria dedicada a destruir tu nombre, tu trayectoria, tu credibilidad. Y es muy fuerte saber que esa maquinaria es la misma estructura de justicia, el mismo sistema de justicia que has intentado fortalecer y construir. No era algo que solo me estuviera pasando a mí, a muchas de nosotras, fiscales, jueces, miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad, defensoras. A muchas nos marcaban públicamente como enemigas. Una de mis compañeras recuerda que los ataques comenzaron en cuentas anónimas, en redes sociales, llenas de odio, señalándonos como blancos, generando miedo, miedos constantes, que si alguien estuviera, como que si alguien siempre estuviera detrás de nosotras. Y era así. En ese ambiente fue preparando el terreno de una venganza que posteriormente se materializaría de manera muy agresiva. Después vinieron denuncias administrativas, penales, procesos que se abrían en distintos lugares, cada uno cargado de irregularidades, cada uno cargado de arbitrariedades. Y un día llegó la cárcel. La cárcel no es solamente un lugar físico, es una experiencia que atraviesa el cuerpo, la mente y el alma. Recuerdo el encierro, el aislamiento, las largas horas en silencio, las puertas metálicas cerrándose, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar conmigo, el quedarme completamente sola después que por fortuna mis compañeras fiscales habían sido liberadas. Y pues bueno, yo me quedé esperando largo tiempo si algún día llegaría otra vez la libertad. El miedo constante dentro de prisión fue considerada peligrosa. ¿Y saben por qué? Por algo tan simple como no aceptar resoluciones judiciales arbitrarias, por ejercer mi derecho a defenderme, por impugnar decisiones injustas. Existieron momentos en los que se intentó quebrarme. Me dijeron muchas veces que no saldría viva de prisión, que no volvería a ver a mis pequeñas hijas, que todo podría terminar si aceptaba hechos que no había cometido, si acusaba falsamente a mis compañeros honestos de pertenecer a una organización criminal que inventaba hechos de investigación en contra de gente honorable. Pero hay cosas que una no puede traicionar: la verdad, la dignidad, la conciencia. La prisión es una forma de violencia muy agresiva. Las amenazas de otras internas, no solo para mí, sino para distintas mujeres que hemos estado en prisión, exoperadoras de justicia, las extorsiones disfrazadas de colaboración dentro de prisiones, las condiciones indignas, la falta de acceso a la salud,
una alimentación deficiente o la falta de acceso a alimentación por parte del sistema penitenciario, aislamientos prolongados. Una de mis compañeras contó incluso que su hija pequeña fue sometida a revisiones humillantes cada vez que intentaba visitarla en prisión. A mis hijas también les pasó muchísimas veces, pero mi amor por ellas y su amor por mí nos hicieron soportar una y otra vez durante 2 años. Podía ver a mis hijas al menos una vez al mes o de manera más distanciada. Las condiciones eran terribles, pues ellas eran prácticamente puestas en prisión también, si es que querían verme. La persecución no termina con nosotras, también alcanza a nuestras familias, también alcanza a nuestros hijos, también alcanza a nuestras madres. Existen momentos en los que incluso fui remitida a un hospital psiquiátrico simplemente por no estar de acuerdo con decisiones judiciales, como si cuestionar la justicia fuera una forma de locura. Pero quizás el dolor más grande no estaba dentro de la cárcel, estaba fuera. Mis hijas, mientras yo estaba encerrada, la vida de mis hijas siguió avanzando. Mi hija mayor cumplió 15 años, no pude estar ahí, no pude abrazarla en uno de los momentos más importantes de su vida. No está en su graduación. Mi hija menor, cuando yo entré a prisión, cumplió 9 años. Tampoco pude estar ahí. Estando en prisión, muchas veces les prometí que pronto saldría, que pronto volveríamos a estar juntas. Yo quería creerlo, ellas querían creerlo, pero ese pronto nunca llegaba. También me perdí la boda de mi hermana, momentos familiares irrepetibles que simplemente desaparecen en el tiempo cuando estás privada de libertad. La cárcel no solo encierra a una persona, también rompe familias, rompe proyectos de vida, rompe sueños. Después de años de procesos injustos, de prisión y de amenazas constantes, comprendí algo muy doloroso. Permanecer en mi país ya no era compatible con preservar mi vida y mi libertad. Me condenaron 2 veces por hechos que no son delito ni en Guatemala, ni debería serlo en ninguna parte del mundo. Denunciar. El exilio fue la única opción. El exilio no es simplemente cambiar de país. El exilio es despertarse un día y darse cuenta de que todo lo que construiste durante toda tu vida quedó atrás. Tu hogar, tu carrera, tu historia, tus afectos, no poder estar en las alegrías ni en las tristezas de mis hijas, de nuestros hijos. Una de mis compañeras lo describió como una forma que me conmovió profundamente. Dijo que el exilio también significa no poder ir al funeral de un familiar, no poder celebrar una boda, no poder ver nacer a un bebé de la familia. Así lo vivimos todas y todos los que estamos en esta condición. Significa extrañar los paisajes de tu país, el color de la arena volcánica, muy en particular en Guatemala, los bosques, los cielos que veíamos en la ventana de nuestras casas que hoy no están más. Pero incluso en medio de todo eso, seguimos creyendo en algo. Seguimos creyendo que luchar contra la corrupción vale la pena. Seguimos creyendo que defender la justicia nunca debe ser considerado delito. Seguimos creyendo que las mujeres tenemos derecho a ocupar espacios públicos, a investigar, a denunciar, a participar en la vida de nuestros países sin ser perseguidas por ello. Mi historia no es solo una historia de persecución, también es una historia de resistencia de muchas mujeres que decidimos no aceptar el silencio como destino, que nos negamos a aceptar que la impunidad sea la regla, que incluso desde el exilio seguimos creyendo que nuestros países merecen algo mejor, porque aunque intenten destruir nuestras carreras, aunque nos encarcelaron, aunque nos obligaron al exilio, hay algo que no pueden quitarnos, y eso es nuestra convicción, la convicción de que la dignidad no se negocia. Y mientras esa convicción siga en nosotras, también seguirá viva
la esperanza de justicia para mi país, Guatemala, y para los distintos países del mundo donde estas aberraciones, donde estas luchas, donde estos ataques siguen siendo una realidad para muchas mujeres alrededor del mundo. Muchas gracias. Virginia, c'était un témoignage très poignant également. Je pense que tout le monde vous envoie également énormément de cœur, de solidarité. Euh, Nous sommes très reconnaissantes de votre parole aujourd'hui et de partager votre vécu personnel, la, la, la difficulté, c'est même pas la difficulté, mais l'atrocité d'être exclu, d'être invisibilisé, d'être réduite au silence, d'être éloigné de sa vie, de sa famille, de sa propre personne, en fait. Je pense résonne chez tout le monde ici comme participant et comme panéliste. Il y a beaucoup de messages également de solidarité des panels, des panélistes des autres pays. Merci infiniment, Virginia. Nous accueillons donc avec beaucoup d'émotion aussi avec vos mots. Nous arrivons bientôt presque à la fin. Et ce que je voudrais faire, ce serait peut-être, il y a eu plusieurs questions dans le chat et je vais en prendre une qui va certainement résumer un petit peu les autres questions parce que malheureusement, nous n'aurons pas le temps de prendre toutes les questions. Puis on va faire un nouveau tour de table, mesdames. La question que j'ai notée, qui me semble résonner un petit peu à tout le monde, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que la communauté internationale ne fait rien contre les reculs des droits des femmes? Et je pense que ça va résonner dans chacun des contextes que nous avons évoqués aujourd'hui. Alors, vous pouvez garder cette question en tête et tenter d'y répondre chacune à votre tour. Et je vais la compléter avec une autre question. Marie et Akrami, je vais commencer avec vous, si vous êtes prête. Je voudrais savoir, je ne sais pas si vous êtes prête, si vous m'entendez. Oui, c'est bon, ok. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous aimeriez que la communauté internationale comprenne mieux au sujet de la résistance des femmes afghanes? Vous l'avez nommé déjà, mais je pense qu'il y a d'autres éléments que vous voudriez peut-être mettre en avant, au-delà des images de silence, de victimisation. Je pense que nous sommes face aussi à un certain narratif sur les conflits qui sont à travers le monde. Donc, qu'est-ce que vous voudriez dire aujourd'hui, Marie, à la communauté internationale pour mieux comprendre la résistance des femmes afghanes? First of all, my big hugs and love to my sisters from Sudan and Ethiopia. And I just forgot, like, this is not only us. When I see to us as Afghan, that we say that this is us only. But look at this situation all around the world. Women are in such a difficult positions, and everyone is in pain, and everyone is a struggle with all these challenges. For us, our cases has difference because right now that we all have a struggle that that they normalize this situation and accept Taliban, and that is really, really difficult for us, like to to continue or to do anything. So what is really, really important at the moment for us, that they do not, for the international community, do not normalize the inclusion of women, a system that denied women education, work, public participations must not be legitimized. Recognition and address gender apartheid in Afghanistan as serious and systematic violation of human rights. Provides sustainable financial, political, and technical support to Afghan women-led organizations both inside Afghanistan and in exile. Ensure Afghan women's meaningful participation in all international discussions and decisions about Afghanistan's future. Strengthen protection mechanism and emergency support for women, human rights defenders who are at risk and who are in the third countries without any status right now.
that they are struggling with all these challenges within those countries. Invest in education for Afghan girls by supporting alternative and community-based learning opportunity. Afghan women continue to resist with courage and dignity. They continue to hope for a future where their daughters can study, work, and live without fear. But they cannot carry this struggle alone. I ask all of us to stand united with Afghan women, because defending women's rights in Afghanistan means defending human rights all over around the world. I remember 2021 when we left Afghanistan. It is my last point. I was the one to come and talk and write to the international community and say that do not forget us. It will be happen and it will knock the door of others. Look at to Sudan, look at to Iran, look at to these countries. Why we as a woman, we all suffer and all face all these challenges. Still, like I believe on us, and as a woman, we can do a lot. To just for this round, that if we stand with each other, then I'm sure that, because as my understanding, protect one person, that person could protect thousands. And these women are the one that they are always at the front line and protect. Look at this right now. I feel cold when I'm talking and I'm hearing, but I expect a lot from you all, because we will not be in a position, particularly myself, and here in the United States, just yesterday, my attorneys that they called me and they said that, please, Maureen, don't be that much loud. It's not easy for a woman that I struggle all my life for being loud. But right now in this country, I'm not allowed to speak because of my status. And also because of other women around the world, and particularly in Afghanistan. Enough is enough. And we as a woman must be united. And we as a woman must to stand together and give hands to each other. Thank you. Marie, nous vous entendons et je pense que tout le monde se joint à moi pour dire faites du bruit là où vous êtes. S'il vous plaît, faites du bruit. Euh, Nous ferons de notre mieux pour le faire résonner, pour en parler autour de nous, pour vous soutenir. Mais surtout, n'écoutez pas ceux qui vous disent de ne pas faire de bruit. Je pense que ce serait la pire des choses. Donc, merci de votre témoignage aujourd'hui, de votre analyse que vous faites. Je pense que l'enjeu vient aussi quand notre cerveau est submergé par les émotions, parce que ce sont des luttes qui viennent nous toucher humainement. Et des fois, l'émotion fait qu'on va figer, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus analyser, on a du mal à se mobiliser. Euh, et c'est pour ça aussi que nous restons profondément humains. Et je pense qu'au-delà des émotions, une fois qu'on arrive à mieux les digérer, à les entendre, la capacité d'action peut arriver. Et des fois, les deux ont lieu en même temps. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vois qu'il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce webinaire. Donc, on en est là, on vit ces émotions et croyez-moi qu'on est aussi, on souhaite être dans l'action avec vous, Marie. Donc, un grand merci. Je vais me tourner vers Claudia, me tourner virtuellement en tout cas. Claudia, nous avons également entendu donc un témoignage d'une compatriote qui a vécu également personnellement la répression en tant que femme juriste. Alors, Claudia, d'après vous, qu'est-ce que ça peut révéler, selon vous, cette persécution des femmes juristes sur l'état réel de la démocratie, de la justice au Guatemala? Bueno, gracias por este espacio nuevamente. Es importante resaltar que el hecho de que las mujeres profesionales en Guatemala sean perseguidas por hacer su trabajo
demuestra que continuamos con políticas públicas de silenciar el trabajo de la mujer, de silenciar su capacidad y su posibilidad de ejercer cargos públicos. Actualmente en Guatemala se están eligiendo cargos de justicia muy importantes que van a marcar el destino de Guatemala en los próximos 2 años. Y eso fue muy doloroso saber que muchas personas con una capacidad tan fuerte como Virginia u otras colegas se encuentran fuera de Guatemala sin tener la capacidad misma de poder adoptar estos cargos. Eh, Aquí es importante ver el tema de la resiliencia, o sea, tener la capacidad de transformarnos a pesar de haber pasado por prisión. Es importante señalar que yo fui abogada de Virginia y que también fui encarcelada por haber ejercido la defensa. Sigo en Guatemala luchando por cambiar esas estructuras y esas políticas, a pesar de pasar por muchos dolores, como los manifestó Virginia. Es importante saber que sí, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a transformarnos, a rearticularnos, a pedir a la comunidad internacional el apoyo de proyectos, el reconocer que estas acciones no pueden continuar, que el mismo Estado no puede utilizar sus instituciones, especialmente el sistema de justicia, no puede continuar con estas acciones de criminalizar y utilizar el mismo sistema para castigar a las mujeres por su condición de mujer, por querer un mejor bienestar no solo para ellas, sino para sus familias, para Guatemala, para las comunidades. Necesitamos contar con proyectos que nos puedan aportar una cierta capacidad para continuar el trabajo. Necesitamos articularnos como organizaciones. Estos espacios son muy importantes, no solo por conocer otras organizaciones, otras colegas que pasan por las mismas dificultades, sino porque juntas podemos articularnos y pedir a la comunidad internacional ciertos cambios, apoyos, políticas públicas de alguna manera limiten estas desigualdades que sufrimos las mujeres por realizar nuestro trabajo. Creo firmemente que la articulación, el trabajo entre todas, aquí en Guatemala, afuera, comunicarnos de manera regional nos podría fortalecer, compartir nuestras experiencias, compartir nuestros dolores, ser solidarias, abrazarnos, vernos llorar. Eso es importante para todos. Y esa resiliencia lo hemos demostrado siempre las mujeres, no dejamos nunca a la familia, estamos ahí para las amigas, y te apoyamos, Vicky, apoyamos a otras personas, pero sí necesitamos que la comunidad internacional de alguna manera no nos abandone. Sigamos continuando haciendo políticas públicas a nivel internacional para fortalecer y limitar estas desigualdades. Creo que el trabajo es bastante, no estamos diciendo que no vamos a dejar de trabajar, pero sí necesitamos cierta plataforma, ciertas normas, ciertos recursos que nos permitan de alguna manera trabajar. Aquí en Guatemala tuvimos el apoyo de algunos proyectos de Canadá, estábamos muy agradecidos, en su momento fue muy difícil. También ahora contamos con algunos proyectos de Suecia que nos permiten no solo la defensa legal, sino el tema de poder dar esa asistencia psicológica que nos permita, como ya lo dije, caernos, llorar, pero reformarnos, transformarnos y continuar nuestro trabajo en defensa de otras compañeras. Eso sería el tema de la resistencia que podemos hacer frente a todas estas situaciones. Muchas gracias. Merci beaucoup, Claudia. Euh, et effectivement, je pense que ce que vous venez de nommer, à mon avis, fait écho un petit peu aux autres panélistes que nous avons eus, de mieux comprendre les enjeux, comment y répondre, comment soutenir la résistance et la lutte des femmes à travers du financement, à travers des actions, euh, s'assurer que les femmes puissent être
réelles participantes, qu'elles aient une réelle influence sur le système, pour plus que le système se retourne contre elles. Je pense que c'est des réalités qui résonnent dans les contextes qu'on a vus, dans les trois contextes qu'on a vus aujourd'hui. Un grand merci, Claudia. Je vais poser une question maintenant à Mahassine. Euh, on a eu un témoignage très poignant d'une compatriote réelle euh, qui a partagé évidemment la réalité absolument abominable de femmes et d'enfants qui sont vécus actuellement au Soudan, au Darfour et au Soudan. Et c'est certainement peut-être une réalité qui est mal comprise aujourd'hui au niveau de la communauté internationale. Tout à l'heure, nous avons entendu vos revendications d'avoir un financement plus direct au niveau des organisations de femmes, puisque vous êtes impliqués dans les réseaux de femmes, de permettre d'avoir des mécanismes judiciaires internationaux qui vont permettre de réellement lutter contre l'impunité, de soutenir la lutte, parce que oui, les militantes sont épuisées, je pense, d'être témoins de ces atrocités, de le nommer, de servir les femmes, d'offrir des services. Et certainement que l'idée d'être des participantes aussi réelles des mécanismes de décision locale serait certainement la clé. Alors, je ne sais pas, Mahassine, s'il y aurait des choses que vous voudriez partager au niveau de cette réalité peut-être soudanaise pour nous permettre de mieux comprendre et de peut-être voir comment est-ce que nous pourrions davantage soutenir votre lutte. Je vous laisse la parole. Thank you. Thank you so much for echoing my earlier recommendations. And I just want to mention that the co-founder of Medani Creel, who was our witness today, is one of the strongest women I've known. And we've been knowing each other for 14 plus years now. And I just want to say that when the world really looks at the crisis in Sudan, there is always a binary. There is always SAF against RSF. There is always the Muslim Brotherhood versus the Forces of Freedom and Change. And in fact, the reality in Sudan has so many layers and so many complexities. When we talk about the Sudanese revolution and we talk about the war as a counter-revolution, when we talk about the war in itself and we talk about who's financing this war, what does the political economy of it look like? Who's giving those men the weapons? Who is benefiting from the Sudanese women's suffering and displacement, and who is making more money? Everyone grows extremely silent. Sudan is currently facing a regional and an international complacency where our neighboring countries are being bought by those who want to liberate Sudan from the Muslim Brotherhood and to inflict genocide, pain, and open slave markets in Sudan as we know it, or as we used to know it. I just want to and for your question is that what do we need as Sudanese women? It's that I just want to say I've also described Sudan as a country where courts no longer function, where markets have been destroyed, where women walk in dangerous roads. Prior to this war, when we were mobilizing across Khartoum in different campaigns as Medanik, leading for efforts for women political participation, leading efforts for anti-coup, and right now talking about liberation and decolonization of our country, it was not safe. Like the situation in Sudan, we were not walking in like the safest neighborhoods. We know that
Any minute something could happen and we'd be in jail for months or years. But we were not waiting for permission. And so is our peers in the women response rooms and across Sudan. Those are women who managed to create structures, establishing 80 plus cooperatives in Khartoum alone that are for women and by women. And they were doing a lot of unpaid care labor and running informal economies and formal economies and negotiating with violent, militarized men and sustaining the life force of communities. So looking and shrinking Sudanese women's roles in discussions when it comes to a peaceful solution or resolution to the war in Sudan and framing Sudanese women as only victims, it takes us back 10 years from this war. I genuinely believe that any intervention, whether it's humanitarian, whether it's political, whether it's funding, it needs to be operating through a survivor-centered approach. Where disadvantaged groups and groups such are similar to Medani, which by the way we have not been funded. We've been operational since 2019, and for the first time we've ever received funding was last year. And it was a flexible funding that does not sustain our lives, but it was something that we needed to do. And our movement was established in a way that we were genuinely just pushing back against the NGOization of our feminism. But it was also, again, it was the only way we can support our communities, our friends, and our families that are affected by this war. So my final recommendation is that anything or any intervention that centers Sudanese women, it needs to be survivor-centered. It needs to be gender not only sensitive, but gender informed. And it needs to be also centering youth. I understand that the civil society and all of the spaces we operate in at the moment are controlled by, or not controlled, are trusted, or the people that are trusted in these spaces from Sudan are like 2 to 3 people. I encourage everyone to look for local partners, for grassroots partners, for young feminist partners to actually strengthen and allow us to have more space within the shrinking civic space in Sudan in itself. And thank you so much for the opportunity. Yeah, that's it. Merci beaucoup, Mahatin. Je pense que c'est effectivement un très bon portrait des différents besoins. Et je pense que c'est très important de garder le contrôle du narratif. Si vous l'avez nommé souvent, peut-être que les femmes sont perçues comme des victimes, elles sont victimisées. Ça peut être une façon aussi d'atteindre peut-être la communauté internationale, de faire écho aux cris d'alerte qui peuvent être prononcés. Euh, tous les moyens sont certainement très bons tant que le narratif est contrôlé par les femmes elles-mêmes. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cet espace aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut se battre pour être dans les espaces, faire entendre les voix. Toutes les voix sont bonnes. À mon avis, toutes les voix pour faire entendre la réalité, les combats et l'analyse qui en sort dans les situations de conflit qui existent et surtout pour dénoncer comment les systèmes s'organisent. Et je pense que les systèmes antidroits s'organisent de plus en plus pour lutter contre les droits humains parce que c'est malheureusement la démocratie est certainement l'ennemi de ces mouvements-là. Donc effectivement, ils essayent toujours de les éteindre et principalement les droits des femmes. Euh, donc toutes vos luttes sont incroyablement euh, louables et je pense qu'elles doivent être soulignées. Donc, bravo pour tous les sacrifices que vous faites de vos propres personnes, de vos collègues et des luttes collectives.
Je voudrais donner la parole maintenant à notre dernière panéliste, Danielle, euh, dans le contexte haïtien. Et c'est certainement aussi une des crises euh, parmi celles au Soudan, en Afghanistan, au Guatemala, Haïti. J'ai l'impression que fait également partie un petit peu des crises qu'on oublie. Malheureusement, il y a comme une compétition hein, dans les médias, je pense, des crises tellement nombreuses dans le monde, qui fait que certainement des fois les enjeux sont réduits ou le narratif en tout cas permet de donner seulement certains stéréotypes. Et c'est pour ça que Daniel, j'aimerais que vous nous parliez pour ces dernières minutes dans le contexte haïtien. On sait que les femmes se battent, elles se battent depuis des décennies et des décennies et des décennies face à toutes les crises qui ont traversé le pays. Donc, je voudrais que vous nous dites, que vous nous disiez, pardon, comment les femmes continuent à construire dans un tel contexte, malgré l'instabilité, malgré le sentiment d'abandon international également, que j'ai entendu de la part dans votre parole, puis de la part de toutes de toute la part. Mon Dieu, je m'excuse, je crois que l'émotion est vraiment venue jouer un petit peu sur mon cerveau. Mais en tout cas, j'ai vraiment senti ce sentiment d'abandon de la communauté internationale et puis peut-être aussi du mouvement féministe international euh, qui, euh, qui, qui peut toujours être plus fort. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on essaye de faire aujourd'hui. Donc, Daniel, dans le contexte haïtien, comment est-ce que les femmes continuent de construire malgré cette instabilité, malgré ce sentiment d'abandon? Bon, l'histoire du pays a appris à la population en général et aux femmes en particulier à devoir d'abord compter sur elles-mêmes et sur la solidarité locale. Et c'est ce qu'elles continuent à faire. Je dois souligner le fait qu'en Haïti, nous sommes très sceptiques par rapport à la communauté internationale. D'autant plus qu'on parle de communauté internationale, malheureusement, il s'agit de groupes de pays. Ça ne concerne pas réellement l'ensemble des nations. Et nos expériences nous ont échaudés parce que ce sont les interventions de la communauté internationale se sont soldées par un ensemble d'échecs, des échecs qui sont liés à de mauvaises lectures des réalités, au refus d'écouter les voix des Haïtiennes et des Haïtiens et au fait de croire que les solutions pouvaient venir de l'extérieur et être imposées. Sauf que ça ne marche pas. Je ferai remarquer aussi que quand on parle maintenant des instances internationales, eh bien, elles sont plutôt en piteux état actuellement. Quand on regarde, on peut se questionner sur le sens et le poids actuellement d'une instance comme les Nations Unies. Alors que les grandes puissances ont toujours seriné pendant longtemps, oui, il faut construire l'état de droit, le respect du droit international, on observe que c'est très loin d'être le cas. Concernant la question de la solidarité, je ne pense pas qu'individuellement, les gens peuvent exprimer des sentiments de solidarité, mais la solidarité, pour qu'elle soit agissante, elle doit être collective. Et je saisis cette opportunité pour signaler le fait qu'Haïti est dans les Amériques avec un pays comme le Canada. Cependant, il n'y a pas beaucoup de relations entre les mouvements féministes de ces deux pays. C'est quand même assez curieux. Donc, je crois que il serait temps, que ce serait une bonne chose d'apprendre à mieux nous connaître, d'apprendre à partager ensemble et aussi d'autant plus que au Canada, en particulier au Québec, il y a une forte communauté haïtienne, donc un nombre
important de femmes. Donc, ça ne doit pas se limiter à le décréter, mais comment vivre de manière agissante. Il reste et demeure que nous avons certainement besoin de soutien, mais comme je l'ai signalé de mon intervention, il est important de respecter l'indépendance organisationnelle pour que ce soit les femmes des pays concernés qui déterminent elles-mêmes en interface dans un échange parce que on apprend des autres aussi. Donc, c'est pas évident de devoir compter sur la communauté internationale, d'autant plus qu'il est évident que ce soit aussi dans la presse, comme vous l'avez souligné, apparemment, il y a une difficulté à pouvoir penser le monde dans sa globalité, à pouvoir analyser les différents conflits dans la planète et les liens et leurs répercussions sur les autres. Toujours est-il, il revient quand même aux nationaux de tout faire pour se prendre en main et solliciter des appuis de manière concrète à partir d'un projet. Et c'est ça qui doit être en construction, mais cela ne se fera pas tout seul. Et pour finir, je dirais, pour moi, une chose essentielle, eh bien, c'est de donner écho aux luttes des femmes des pays du Sud en rejetant les narratifs tout faits et qui dénient comme si le fait qu'elles soient également des actrices et qu'elles se battent continuellement, comme je l'avais signalé dans mon intervention, cette image de victime est tout simplement insupportable pour nous. Nous ne nous voyons pas comme ça. Oui, nous sommes victimes de certains actes, mais nous ne nous définissons pas comme victime. Victime n'est pas notre identité. Nous sommes des femmes en lutte. Merci. Merci infiniment, Daniel. Je pense que on n'aurait pas pu terminer les interventions des panélistes avec un plus beau mot. Et je crois que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui fait vraiment écho à ça. Effectivement, les femmes ne sont pas des victimes dans le monde. Et je crois que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui montre à quel point la capacité d'agir est là, la volonté d'agir est là, et nous devons travailler ensemble. Euh, Ce webinaire aujourd'hui était vraiment, avait pour objet d'illustrer à quel point le système anti-droit s'organise dans le monde. Il est financé, il prend différentes formes dans chacun des pays et il s'ancre énormément dans chacun des pays. Et je crois que le mouvement féministe international doit se renouveler, doit être de plus en plus fort, doit créer encore plus de liens pour lutter contre ce système qui est de plus en plus complexe et qui est là et euh, qui est déjà vécu par la plus grande majorité des femmes du monde à l'heure actuelle. Euh, donc, je crois qu'il est vraiment nécessaire maintenant d'entendre cet appel, d'y répondre. Et j'espère que nous l'avons fait aujourd'hui euh, avec dignité. En tout cas, nous avons très bien accueilli vos paroles. Donc, on arrive évidemment à la fin de ce webinaire. Je tiens sincèrement à remercier nos panélistes, donc à nos conférencières, à nos personnes témoins. Je crois que nous avons tous vécu des émotions aujourd'hui. Nous avons été enrichis de toutes ces analyses, de toutes ces connaissances. Puis nous vous connaissons mieux personnellement. Donc je pense que c'est quelque chose aussi de très fort. On a pu se connecter à vous. Ce panel nous rappelle, à mon avis, une chose essentielle. Parce que même lorsque l'état de droit recule et lorsque les forces anti-droit progressent, lorsque les violences s'intensifient, eh bien les femmes payent souvent ce prix immense et on l'a entendu. Elles sont surtout, et on l'a vu, on l'a entendu, elles sont en première ligne de la résistance. C'est souvent elles qui tiennent le fort des familles, des communautés,
des luttes. Euh, et on n'en parle pas assez. Elles ne sont pas assez visibilisées. Nous repartons, je l'espère, avec davantage de compréhension, mais avec un sens plus aigu de notre responsabilité collective en tant que mouvement de femmes, en tant que mouvement féministe. Peu importe si on s'identifie comme féministe ou pas. Et je pense qu'écouter ne suffit pas et être touché ne suffit pas. Il faut aussi relier nos luttes dans tous les pays, euh, où que nous soyons, quoi que nous vivions. Il faut défendre nos espaces féministes et il faut soutenir celles qui résistent. Il faut dénoncer ces reculs et il faut continuer à faire front absolument tous et toutes ensemble. Merci infiniment à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Nous avons un sondage qui est partagé dans le chat. Évidemment, nous essayons de créer ces espaces féministes. Nous devons apprendre aussi de chacun de ceux qui sont organisés par la COSI. Donc, il est vraiment très important de répondre à ce sondage, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux pour les prochaines fois pour mieux amplifier les voix que nous entendons et que nous souhaitons faire porter dans le monde entier. Donc, s'il vous plaît, répondez à ce sondage. Et encore un grand, grand merci pour votre participation aujourd'hui. Je crois que le pic a été atteint à peu près à 150 personnes. Donc, je pense que ça a été un succès. Et soyez assurés, chères conférencières, que nous allons porter votre voix bien plus loin. Nous allons faire des recherches, nous allons nous éduquer davantage sur les enjeux qui ont été nommés aujourd'hui et nous allons partager ce que nous savons maintenant. Donc, un grand, grand merci et je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de journée. Soyez prudentes, soyez courageuses. Merci beaucoup.